Bonjour à toutes et à tous. En 2022, les Journées européennes du patrimoine s'organisent autour du thème patrimoine durable. Situés au sein de la forêt domaniale de Verzy, les Faux en sont un bel exemple. Les paysages variés de la montagne de Reims, caractérisés par le triptyque forêt, vigne, culture, constituent une spécificité forte de la Champagne. Ces milieux hébergent une faune, une flore riche, diversifiée, parfois rare, toujours fragile, et parmi elles, les Faux de Verzy en sont un exemple singulier et authentique. Ces hêtres, au tronc tortueux, incarnent le label forêt d'exception et appartiennent aussi au patrimoine mondial. Ils sont d'autant plus exceptionnels que la taille de la population de ces mutants, plus de 900 spécimens, et leur longévité multiséculaire en font des modèles de durabilité. La démarche de la mission Coteaux, Maison et Cave de Champagne Patrimoine mondial est de mettre en avant, dans le cadre de sa gestion d'inscription à l'UNESCO, cette notion de durabilité, pour affirmer que nous sommes garants pour les générations à venir de ce patrimoine et que nous en sommes tous les acteurs. Il ne doit pas disparaître et il nous faut prendre conscience de l'importance de cette durabilité patrimoniale et environnementale. Si la biodiversité peut être menacée, nous le sommes nous-mêmes potentiellement avec elle. C'est pourquoi nous avons choisi de vous faire découvrir les Faux de Verzy sous l'angle du patrimoine génétique dont ils sont porteurs. Comme pour tout patrimoine, c'est une chance de le posséder sur son territoire, mais cela implique une responsabilité, mais aussi une prise de conscience collective. Dans un premier temps, nous allons laisser la parole à l'Office national des forêts, l'ONF, membre du groupe environnement élargi de la mission UNESCO, assurant la gestion de ce site forestier exceptionnel. Puis, Christophe Pleumion, directeur de recherche au sein de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, nous parlera des travaux de recherche qu'il mène pour tenter de lever le voile sur cette énigme de la nature que sont les faux. Je donne donc la parole à Jean-Baptiste qui va se présenter à vous. Jean-Baptiste, je crois que votre micro est resté fermé. Oui, pardon. Voilà. Oui, donc bonjour à tous, Jean-Baptiste Richard, donc je suis responsable environnement de l'agence OMA de l'Office national des forêts et responsable de la gestion des réserves biologiques, dont celle des Faux de Verzy qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc moi, l'objectif de ma présentation, ça va être surtout de vous représenter un peu le patrimoine exceptionnel que constitue ce site des Faux de Verzy, qu'est-ce qu'un Faux de Verzy, et puis un petit peu leur histoire et leur gestion. Jean-Baptiste, pardon. Le site des Faux de Verzy représente un patrimoine exceptionnel. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un faux? Alors, un faux, c'est un être commun. Donc, c'est vraiment la même espèce, hein, le être commun, l'arbre que vous voyez donc à gauche, qui est le être classique qu'on a dans toutes nos forêts où l'espèce est présente, Fagus sylvatica. Mais en fait, un faux de Verzy, c'est exactement la même espèce. D'ailleurs, le mot faux, c'est un ancien terme qui désigne l'essence arborée, le être. Le faux de Verzy, il a cette particularité qu'il a un port qui est tout à fait différent du hêtre normal et qui est celui que vous voyez à droite, hein, qui est un port avec une architecture toute tordue. Alors, il y a une grande variabilité dans l'expression de cette morphologie, mais le point commun entre tous les faux de Verzy est qu'en fait, on n'a pas un port dressé vers le ciel avec un tronc droit et des branches droites, mais voilà, une architecture qui est vraiment très sinueuse. Alors, il y a énormément de formes, hein, donc tous ces arbres que je vous présente aujourd'hui se côtoient les uns les autres, hein, sur le même site. Donc, on a des formes, la plus typique, c'est celle de l'ombrelle ou du parapluie, donc avec des arbres qui dépassent guère les 4 mètres de haut pour les plus grands. On a des ports plus dressés, érigés, et donc avec vraiment un tronc qui monte vers le ciel, mais toujours cette architecture très tordue. On a des ports qui sont rampants, avec des arbres qui vont pousser plutôt à l'horizontale qu'à la verticale et qui ne forment même pas ce dôme, mais simplement sont prostrés contre le sol.
Et puis des choses beaucoup plus anarchiques, voilà, qui ressemblent ni à un dôme, ni à un arbre qui monte vers le ciel, ni à un arbre rampant, mais quelque chose de complètement tordu et complètement atypique. Alors, ces arbres, ils ont aussi des particularités bien spécifiques qui sont liées à cette architecture qu'on retrouve peu sur le hêtre normal. Donc, la première, c'est cette capacité à fusionner non seulement entre les branches d'un même individu, c'est-à-dire qu'on a une branche qui part dans un sens et puis du fait de sa tortuosité revient vers le tronc principal et finit par refusionner avec. On peut avoir aussi des fusions entre différents pieds. C'est la photo que vous avez à gauche où on a une branche en fait qui part d'un arbre et qui va vers un autre arbre jusqu'au point de fusionner avec lui. Et quand on parle de fusion, c'est bien une fusion totale, c'est-à-dire que ces arbres, ils partagent un réseau de vaisseaux conducteurs de sève commun. Donc c'est vraiment une fusion entre les individus. Alors, il y a d'autres particularités qui sont un peu plus rares sur les Fautes-Verzy, mais qui est la capacité de ces arbres, parfois, à présenter un port tortueux, comme on a l'habitude de les voir sur les Fautes-Verzy. Et puis, une de ces branches tortueuses, à un moment donné de sa croissance, va finir par repartir vers le ciel, faire un tronc bien droit, des branches bien droites, comme un être commun, finalement. Et on finit par avoir des arbres qui ont la double caractéristique, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraiment la partie tortillarde, tortueuse du Fautes-Verzy, et une partie qui présente une branche tout à fait normale. Donc c'est ce qu'on appelle une réversion, et ça donne des arbres qui sont encore plus particuliers dans leur allure. Et puis, on a toutes les situations intermédiaires et même des choses dont on ne sait pas si c'est du Fautes-Verzy ou pas du Fautes-Verzy, si c'est un arbre tortillard ou pas. C'est-à-dire que l'arbre a une architecture qui n'est pas celle d'un Fautes-Verzy, mais qui n'est pas celle non plus d'un être normal. Donc, c'est la photo que vous avez à gauche. Et puis, on a des choses aussi comme la photo que vous avez à droite, où en fait, les arbres sont tellement fusionnés, intriqués les uns avec les autres, qu'on ne sait même pas si ce sont deux individus différents ou si ce sont, le même individu avec une partie normale et une partie tortueuse. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de mystères sur ce qu'est un Fautes-Verzy. Le point commun, c'est que voilà, on a une architecture qui est tout à fait anormale pour un être commun. Donc, cette anormalité a donné naissance à une variété particulière. Donc, Fagus sylvatica, c'est le nom de l'espèce. La variété des Fautes-Verzy, c'est la variété tortuosa, donc tortueuse. Ces arbres, ils sont aussi un peu originaux dans leur façon de se reproduire. Donc, la façon du être commun de se reproduire, c'est la façon qu'on imagine tous classiquement, avec des graines qui tombent au sol et qui donnent un nouvel individu. Les Fautes-Verzy, ils ont un port tellement particulier que certaines branches vont finir par redescendre toucher terre et vont finir par s'enraciner pour former une marcotte. Et on peut avoir aussi un autre phénomène qui est une racine souterraine qui, à un moment donné, va finir par percer la surface du sol pour donner un autre individu faux. Donc, c'est ce qu'on appelle un drageon. La différence entre le drageon, la marcotte et la reproduction classique par les graines, c'est que la production classique par les graines, en fait, va permettre un brassage génétique qui va donner naissance à un individu complètement différent de l'arbre mère en termes de génétique. Par contre, les drageons et marcottes, ce sont des clones, c'est-à-dire que si on regarde le patrimoine génétique d'une marcotte et de l'arbre mère, ils seront strictement identiques. Alors, la particularité de ce système de reproduction, c'est qu'en fait, on finit par ne plus savoir ce que c'est qu'un individu faux. Si on regarde les zones où il y en a le plus dans ce site des Fautes-Verzy, on finit par avoir des dômes où on a plusieurs pieds au sein du même dôme et on ne sait pas si ces pieds sont issus de marcottes, sont issus de graines, sont issus de drageons. Ils finissent par fusionner entre eux et on finit par ne plus savoir ce que c'est qu'un individu faux. On ne sait pas si ces grandes étendues que vous voyez sur les photos sont un individu, c'est-à-dire avec un génome unique pour toute cette structure,
ou s'il y a une multiplicité d'individus. On ne sait pas où commence un arbre, où s'arrête un arbre. Voilà, donc on a quelque chose de très, très flou, très mystérieux, et c'est un défi que de savoir ce que c'est qu'un individu faux. Jean-Baptiste, je crois savoir qu'on trouve des faux un peu ailleurs également en Europe, en Allemagne, en Pologne, mais aussi d'autres sites en France. Qu'est-ce qui fait finalement du site de Verzy un site aussi exceptionnel? Eh ben, plusieurs choses. Donc, il faut savoir que les faux de Verzy, ils sont particuliers dans leur nombre déjà, hein. C'est la plus grosse population mondiale de hêtres tortillards au monde. Alors, les faux de Verzy, il faut savoir qu'ils sont gérés au sein d'une réserve biologique qui fait 57 hectares. On les a dénombrés au sein de cette réserve-là et on en a compté à peu près 900 individus. Donc, c'est une très, très grosse population. Alors, la réserve, le périmètre que vous voyez en rouge, où les arbres ont été comptés, on sait très bien qu'en fait, il y en a en dehors, à peu près dans toute la forêt domaniale de Verzy. Ils sont beaucoup moins nombreux, mais ils sont éparpillés dans toute la forêt domaniale. Et la totalité de cette population, les 900 de la réserve, plus tous ceux qui gravitent autour, font que c'est la population la plus importante au monde connue de faux de Verzy. La deuxième particularité, qui est unique au monde, c'est que en fait, sur le site des Faux de Verzy, des arbres tortueux, il y a évidemment énormément de hêtres, 900 hêtres tortueux, mais il y a aussi d'autres essences. Il y a du chêne, on a 2 chênes tortillards qui sont connus sur le périmètre de la forêt domaniale de Verzy, et quelques châtaigniers de l'ordre d'une dizaine. Et ça, c'est une particularité exceptionnelle. Le seul point commun entre ces arbres, outre leur port tortillard, c'est qu'en fait, ce sont la même famille botanique, hein. Le hêtre, le châtaignier et le chêne, ce sont toutes des fagacées. Par contre, la transmission du gène tortillard à des arbres autres que le hêtre n'est visible que à Verzy. Une autre particularité du Faux de Verzy, c'est son attrait pour le public. La réserve des Faux de Verzy accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an. Alors, la domaniale, dans son intégralité, compte à peu près entre 200 et 250 000 visiteurs par an en constante augmentation. On a un très très fort attrait du public pour ce site qui est entre guillemets coincé entre 3 pôles urbains, hein, celui de Reims, celui d'Épernay et celui de Châlons-en-Champagne. C'est un lieu qui, en plus, est assez idyllique et privilégié pour les balades, a été aménagé en conséquence, et c'est une des réserves biologiques les plus fréquentées en France. Jean-Baptiste, et quelle est finalement leur histoire? Pourquoi le site de Verzy concentre-t-il tout ce patrimoine dans ce périmètre? Alors, l'histoire des faux de Verzy, elle reste un petit peu mystérieuse, mais malgré tout, en cherchant dans les archives, on a fini par trouver les traces d'une occupation monacale de ces territoires. Et on sait que en 664 a été fondée sur la domaniale de Verzy, tout proche de la réserve des Faux, une abbaye de Saint-Bal. Et évidemment, on connaît bien l'attrait des moines pour la préservation du patrimoine et le développement du patrimoine, notamment viticole, hein, sur la montagne de Reims. Mais on connaît aussi leur affinité pour les connaissances botaniques et horticoles. Et si on n'a aucune preuve, on soupçonne évidemment que la préservation et le développement des faux est intimement lié à l'histoire de cette abbaye. Alors, il y a plusieurs hypothèses, hein, qui circulent. Est-ce que l'abbaye a été mise en place pour contenir une sorte de malin qui était dans ces arbres? C'est une hypothèse. Une hypothèse plus probable étant donné la curiosité botanique des moines, les moines ont contribué à multiplier et préserver ce patrimoine de hêtres tortueux au fil des années. Voilà. Donc, toujours est-il qu'une des certitudes est l'implication des moines sur la préservation de ce patrimoine. Quant à leur histoire, donc vous avez ici une des seules traces de l'existence de cette abbaye.
qui a été détruite à la Révolution et tous les documents qui vont avec, ce qui fait que tout ce qui vous a été exposé ne font l'objet que d'hypothèses. Quant à l'histoire biologique de ces êtres, évidemment, l'origine de cette forme particulière, elle réside au cœur de ces cellules, dans leur ADN, puisque une mutation a été identifiée comme étant responsable du caractère tortueux de ces arbres. Donc évidemment, l'origine génétique est certaine de ce port tortueux. Les mécanismes d'expression de ce gène mutant restent encore un petit peu mystérieux et vont vous être développés par Christophe Peumont par la suite de l'exposé. Et l'histoire de ces arbres, elle est très ancrée dans le territoire de la montagne de Reims, très ancrée dans le territoire local, puisque par exemple au 1er mai se déroulait tous les ans un bal au sein des Faux de Verzy. Ces Faux de Verzy ont été exportés au-delà du village même de Verzy à travers, vous avez l'exemple de cartes postales. Évidemment, ça attire beaucoup de monde, le caractère assez onirique de la forme de ces arbres. On a des peintres, on a des demandes régulières de performances artistiques, que ce soit de la danse, du théâtre dans cette réserve. Et évidemment, cette image du Faux de Verzy, assez mystérieuse, continue d'être fortement ancrée dans les esprits locaux et ont conféré à ce site une renommée internationale, voire mondiale. Et que fait finalement, comme vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais l'Office national des forêts pour gérer ce site? Alors, la principale action, ça a été la création d'une réserve biologique dirigée. C'est en fait une réserve qui a été créée en 1981, qui a été un peu étendue en 2020, et qui contient les 4/5 de la population des faux. Et cette réserve biologique a pour vocation l'abandon total de la vocation économique de la forêt, pour se consacrer exclusivement à la valorisation et à la préservation du patrimoine écologique et naturel des Faux de Verzy. Ensuite, ce site est aussi un site classé au titre du Code de l'environnement, au titre du paysage. C'est-à-dire qu'il y a une protection réglementaire qui interdit toute modification de l'aspect du site. Et enfin, c'est un site de référence pour la génétique du hêtre et l'étude de cette génétique. Évidemment, dans cette réserve, en fait, on va faire un certain nombre de travaux au profit des faux, parce qu'en fait, une des contreparties de ce port un peu mystérieux, c'est que les hêtres poussent, les hêtres tortillards poussent assez lentement en hauteur et ont du mal à faire face à la concurrence des arbres normaux qui, en venant fermer la canopée, vont priver de lumière les faux. Donc, notre action à l'ONF, la première des actions, ça va être de dégager les Faux de Verzy pour qu'il y ait toujours de la lumière qui puisse leur arriver et enfin pour leur permettre de pousser, tout simplement. Donc, on va abattre les arbres qui les privent de lumière, on va abattre les arbres qui risquent de tomber du fait de leur dépérissement naturel sur les faux et puis d'endommager les faux. On va les dégager de la ronce, de la fougère aigle pour leur permettre de conserver un accès à la lumière, tout en conservant cet écrin forestier qui fait aussi partie de l'identité et du patrimoine du site. Évidemment, la réserve biologique a permis aussi de faciliter l'aménagement pour préserver l'accès au public. Le but de la réserve biologique n'est pas d'exclure le public du site des faux, mais bien de canaliser le flux des visiteurs, notamment en les canalisant sur des chemins préférentiels. Donc, chemins qui ont été aménagés de façon à permettre l'accueil de tout handicap, avec des panneaux d'information, des panneaux qui incitent le public à rester sur le chemin, une application numérique qui permet un peu sur place, en fonction de votre itinéraire, d'avoir accès à des informations sur l'origine des faux, leur histoire, etc. Donc voilà, l'accueil du public fait partie intégrante de la valorisation de ce patrimoine.
Et enfin, une de nos actions, ça va être de mieux comprendre le mystère des faux en développant un certain nombre d'études, dont une va vous être présentée tout de suite après, sur la génétique des faux via des collectes de graines, des tests de germination, des plantations expérimentales de ces individus pour suivre un peu leur développement. Et tout ça se fait dans le cadre d'un partenariat étroit avec plus d'une quarantaine de partenaires dans le cadre du label Forêt d'exception, qui a pour but en fait de valoriser et de préserver le patrimoine forestier des trois grandes domaniales de la montagne de Reims, donc la forêt domaniale de Verzy, mais aussi celle d'Auvillers et du Chêne à la Vierge. Et donc, ce label Forêt d'exception nous a permis de réunir une quarantaine de partenaires, dont l'INRAE, qui est responsable de l'étude génétique qui va vous être exposée tout de suite après, et puis d'un certain nombre de financeurs. Et on peut citer par exemple la maison Mouette et Chandon, qui a permis de financer l'étude génétique des faux. Voilà. Donc, je peux passer maintenant la parole à Christophe Plomion, donc chercheur à l'INRAE, qui va pouvoir vous exposer un peu les premiers résultats de cette étude de la génétique des faux qui a débuté il y a quelques années déjà et qui commence à livrer ses premiers secrets. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci Jean-Baptiste pour ce tour d'horizon des faux de Verzy. Donc, je suis chercheur effectivement à l'Institut national pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et je vais vous parler un peu des études que nous avons menées récemment. Depuis quand vous êtes-vous intéressé aux faux de Verzy? Alors, les recherches que je vais vous présenter, elles ont été initiées en 2019. Donc, elles se poursuivent actuellement. Elles visent à lever le voile sur donc, ce mystère des faux de Verzy et des faux d'ailleurs. Elles sont le fruit, comme l'a rappelé Jean-Baptiste, d'un partenariat étroit entre un mécène, donc LVMH, l'ONF, l'acteur de la gestion forestière qui est impliqué dans la caractérisation, la promotion et la valorisation de ce patrimoine d'exception, et donc INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors, ont répondu présents pour cette aventure scientifique en fait une cinquantaine de collègues de 9 laboratoires et de 3 agences territoriales de l'ONF. Alors, toutes et tous amoureux des arbres et certainement sensibles à l'esthétique des faux de Verzy. Alors, je souhaite ici rendre hommage à 2 chevilles ouvrières du projet. D'une part, Jacques Bierne, professeur émérite de biologie de l'hérédité et du développement de l'Université de Reims, qui a vraiment œuvré pour faire connaître ce patrimoine exceptionnel auprès du grand public, et Denis Rabaté, technicien forestier de l'ONF, qui les bichonne, on va dire, quotidiennement et dont le travail permet à des centaines de visiteurs de les contempler tous les jours. Au-delà des différences visuelles connues qu'a rappelé Jean-Baptiste, est-ce que les faux se distinguent du être commun par d'autres caractères? Alors effectivement, Jean-Baptiste vient de rappeler la complexité du phénotype tortillard que je résume dans cette diapositive, et qui constitue vraiment autant de singularités qui ont amené le botaniste Pépin, comme il l'a rappelé, à lui conférer le statut de variété à part entière en 1861. Et alors oui, les faux présentent bien d'autres différences, on va dire invisibles à l'œil nu, par rapport au type sauvage, au être commun. Alors, je l'illustre ici avec un caractère de résistance à la sécheresse. Alors, pourquoi la sécheresse? Tout simplement parce que le hêtre, c'est une des essences forestières les plus exposées au réchauffement climatique. On sait que sa présence, elle est fortement et négativement corrélée à l'augmentation des déficits pluviométriques cumulés de juin et de juillet, et se traduira certainement par une réduction au cours de ce siècle, comme le montrent ces simulations ici à gauche de son aire de répartition entre maintenant et 2100. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un arbre subit un stress hydrique lors d'une sécheresse, la colonne d'eau qui va des racines jusqu'aux feuilles par des vaisseaux peut se rompre et former des bulles d'air. Donc, c'est cette embolie que les scientifiques appellent cavitation. Elle peut être fatale et du coup conduire au dessèchement d'une partie du houppier, voire à la mort de l'arbre.
Donc, en mesurant la résistance à la cavitation dans les branches de faux et de hêtres communs, on a clairement montré que les faux étaient beaucoup plus sensibles à la sécheresse. Mais bon, comme ils sont protégés par on va dire une strate arborée à Verzy, et ils ne montrent pas, pour l'instant en tout cas, de signes de dépérissement. Au-delà des légendes qui entourent cette forêt, que nous apprennent les dernières découvertes de la recherche sur cette population de hêtres tortillards? Alors, au début du projet, nous nous étions fixés 3 objectifs principaux. Premièrement, comprendre l'histoire du phénotype tortillard, à savoir quand et où est-il apparu et comment a-t-il été maintenu et si l'homme était intervenu dans ce processus. 2, découvrir la mutation causale qui expliquerait cette modification, quels sont le ou les gènes mutés. Et 3, utiliser ces connaissances du coup pour favoriser la préservation de ce patrimoine, comme on l'a vu, qui est sensible à la sécheresse. Alors, je vais aujourd'hui centrer ma présentation sur le premier objectif. On sait tous qu'avant d'entamer une ascension, il est bien prudent de faire l'état des lieux de son matériel et de ses vivres. Donc, c'est la même chose en science et on fait le bilan des connaissances. Alors, appliqué au faux, je vais commencer par rappeler leur présence naturelle dans quelques stations, surtout sur la façade ouest de l'Europe. Les 4 plus grandes populations, elles ont été décrites en France à Verzy, la plus importante numériquement, comme l'a rappelé Jean-Baptiste, mais aussi en Suède, au Danemark et en Allemagne. Or, il se trouve qu'en France, l'ONF a récemment découvert une autre grande population, dans le Mâconnais, à Saint-Jean-Gou-de-Cissé. On l'a échantillonné en 2019 dans le cadre de ce projet. Et puis, il existe des spots plus petits, en Lorraine et en Auvergne. Alors, j'ai eu accès à une monographie, à un inventaire des faux réalisé par un botaniste allemand, Gerhard Dönning. En 2014, il a fait ce travail. Et il fait état de leur présence également en Belgique, en Slovénie, en Suisse et en Pologne. Bref, on a sans doute affaire à des populations isolées, une occurrence pluristationnelle, avec des tailles de population variables. On parle de quelques sujets sur les flancs des monts d'Auvergne que j'ai visités en 2020, à des centaines de spécimens à Verzy. Tout ceci partage la même aire de distribution que le hêtre commun, qui est représenté en fond bleu sur cette carte. Alors, je reviens sur la station de Verzy, qui se trouve près effectivement d'une ancienne abbaye établie au 7e siècle et détruite après la Révolution, et qui pose la question du rôle des moines dans le maintien, voire la démographie de cette population, dans le cadre d'une démarche tout à fait spirituelle, qui est liée à la nature et à la contemplation du monde vivant. Or, si on se réfère à l'usage que nos anciens faisaient des hêtres, il n'y a aucune justification économique qui permet d'expliquer leur conservation à Verzy, ainsi qu'ailleurs en Europe. Donc les faux, ils ont vraisemblablement été contre-sélectionnés par les premiers usagers de la forêt et ils ont certainement été protégés par les moines sur la montagne de Reims, voire dans les autres sites en Europe. Il est à noter en effet que dans son inventaire, un autre inventaire réalisé par Georges-Henri Parent en 2006, celui-ci suggère aussi la présence de communautés monastiques près des populations de faux suédois. Voilà. Donc, notre étude génétique s'est donc appuyée sur ces populations et c'est sur des marqueurs de l'ADN. Or, les marqueurs de l'ADN, ce sont les mêmes types de marqueurs en fait qu'on a utilisés, qu'on peut pour retrouver les liens de parenté entre les humains, par exemple, ou identifier des criminels sur la base de traces qu'ils laissent sur une scène de crime. Voilà le type de marqueur qu'on utilise. Or, concrètement, il s'agit de 40 séquences d'ADN qui sont réparties sur les 12 chromosomes du hêtre et qui permettent d'analyser la proximité génétique entre les arbres.
grâce à leur variabilité au niveau de la molécule d'ADN. Donc, c'est ça que j'illustre à droite pour 4 arbres qui, à un endroit de leur génome, on appelle ça un locus, portent une information génétique différente. On appelle ça un polymorphisme génétique. Donc ici, j'ai illustré soit une adénine, soit une guanine. Alors, on a donc récolté à peu près 900 échantillons, à la fois des faux et des êtres sauvages, des êtres communs, dans 5 forêts en France et en Allemagne, dont près de 600 arbres à Verzy et 200 dans le Mâconnais à Saint-Jean-Gou-de-Cissé. On a extrait leur ADN et obtenu l'information génétique en laboratoire et analysé les distances génétiques entre chaque arbre. Alors, on pouvait s'attendre à 3 scénarios évolutifs différents. Alors, soit les faux et les sauvages constituent 2 groupes distincts, avec une certaine variabilité au sein de chaque groupe, comme je l'illustre ici. Or, ce scénario impliquerait que tous les faux auraient un ancêtre commun, le voici indiqué par une boule rose, et ce scénario impliquerait aussi que les faux d'une part et les sauvages d'autre part se reproduiraient entre eux de façon préférentielle. Alors, le second scénario, c'est une variante du premier, mais considère que tous les faux sont des clones, donc qui ne présentent aucune diversité génétique entre eux. Et enfin, le troisième présente une structure caractérisée par un entrelacement de faux et de sauvages, sans lignée génétique distincte, avec un ancêtre commun à tous ces arbres. Alors finalement, le résultat de notre analyse génétique, c'est le suivant. Donc vous observez sur cet arbre de distance génétique que les faux et les sauvages ne sont pas séparés. Donc on peut donc rejeter l'hypothèse d'une lignée génétique spécifique aux faux. Autrement dit, les faux et les sauvages partagent la même histoire évolutive et se sont reproduits entre eux. Alors, il s'agit ici d'un autre type de visualisation graphique de l'information génétique portée par tous les arbres, où les mutants sont représentés en bleu et les sauvages en marron, selon les 2 premiers axes d'une analyse en composante principale. Ce terme barbare, en fait, c'est une méthode tout simplement statistique extrêmement puissante de synthèse de l'information. Je ne vais pas la détailler. En tout cas, on voit une superposition de 2 nuages de points, les bleus et les marrons, ce qui suggère que les 2 types d'arbres ont la même base génétique. Alors, voici la même visualisation avec l'identification des 5 populations étudiées par des couleurs différentes. Donc, on ne distingue toujours pas de groupes isolés. Alors, si on se concentre sur les 2 populations les plus importantes numériquement, à Verzy en gris pour les faux et noir pour les sauvages, à Saint-Jean-Gou en vert clair pour les faux et foncé pour les sauvages, il y a clairement une ressemblance génétique plus forte entre faux et sauvages d'une même station qu'entre faux ou qu'entre sauvages de 2 stations différentes. Donc, encore une fois, ce résultat montre que les faux et les sauvages partagent une histoire commune et que les faux se sont reproduits avec leurs congénères sauvages et qu'au gré de la dérive génétique, des poules génétiques de ces 2 stations se sont légèrement différenciées. Or, ce résultat, il est tout à fait en accord avec celui obtenu sur la base d'autres types de marqueurs génétiques en 1995, dans une étude qui montrait déjà que les faux et les sauvages de 3 populations, en France, en Allemagne et en Suède, partageaient le même fond génétique. Donc, en conclusion, on a vu que les faux et les sauvages partageaient un territoire commun, même si les faux restent cantonnés à quelques spots ou stations forestières, qu'ils se sont croisés au sein d'une station et qu'ils partagent donc le même niveau de diversité génétique. On peut donc affirmer qu'ils ont une histoire évolutive commune. Et l'hypothèse que nous soutenons pour l'instant, à la lumière de ces résultats, est que la mutation serait apparue dans un refuge glaciaire du Quaternaire, alors, soit lors de la dernière glaciation, soit pendant les glaciations antérieures du Pléistocène,
et se serait diffusé en Europe pendant l'Holocène, c'est-à-dire entre moins 13 000 et moins 2000 ans avant notre ère. Donc, tout simplement en même temps que la recolonisation post-glaciaire du être commun. Ils ont suivi le même chemin. Christophe, mais alors, quid de la main de l'homme dans cette histoire évolutive? Alors, on peut répondre à cette question en zoomant sur l'arbre des distances génétiques entre les arbres. Sur la base du profil génétique des 40 marqueurs de l'ADN, nous avons en effet identifié plusieurs groupes de clones. Donc, ce sont des arbres qui ne présentent pas de différence génétique quand on les compare les uns avec les autres. Ils sont ici encadrés en rouge. Alors, plus précisément, nous avons identifié 76 groupes de clones, dont la plupart à Verzy à Saint-Jean-Bout-de-Cissé. Aucun clone n'a été identifié entre sites, ce qui rend définitivement caduque l'hypothèse d'un transfert de matériel génétique entre stations. Or, les clones sont généralement proches géographiquement au sein d'un site, ce qui s'explique par les capacités de marcotage des faux, comme l'a rappelé Jean-Baptiste. Par exemple, ce bosquet de faux à Verzy correspond à un seul clone. Mais de façon plus étonnante, on a également trouvé des clones à des distances plus importantes, notamment à Verzy. Or, sur cette carte de la réserve de Verzy, sur laquelle chaque faux a été repéré géographiquement, les clones sont représentés par des cercles pleins de même couleur. Donc, on identifie bien les clones proximaux par les mêmes couleurs, mais aussi des clones distaux qui sont reliés par des lignes, dont certains, comme celui-ci, par exemple, le 392 et le 325, sont séparés de plusieurs centaines de mètres de distance. Donc, en conclusion, l'humain, en l'occurrence certainement les moines, puis les gestionnaires successifs du domaine, l'humain est intervenu, mais à la marge, dans la démographie de la population de faux à Verzy. En fait, on a pu quantifier que l'humain a permis d'accroître la population d'environ 4%. Alors, je n'ai pas le temps ici de vous détailler les résultats du second objectif de cette étude. Je peux juste vous signaler que nous sommes sur des pistes assez sérieuses pour découvrir la mutation causale. Alors, l'histoire, cette fois-ci, elle remonte à l'automne 1991. C'est Jean-Louis Druel, qui était un étudiant d'école doctorale de l'Université de Reims, qui avait alors interpellé le professeur Jacques Bierne sur une étonnante anomalie qu'il a observée sur quelques faux et qu'a rappelé Jean-Baptiste. Donc, on voit une branche maîtresse de phénotype sauvage qui se dresse à partir d'une branche tortueuse sur cette photo-là à gauche. Le phénotype tortillard présente donc ce qu'on appelle une réversion vers le phénotype sauvage. Donc, disposant de cette mosaïque génétique au sein d'un individu, on a entrepris le séquençage du génome de la section mutante et de la section dite révertante d'un faux. Et on a comparé la séquence d'ADN de ces génomes et détecté une différence majeure au sein des génomes. Donc, il s'agit d'un élément transposable, c'est-à-dire une séquence d'ADN mobile au sein du génome, capable de se déplacer de manière autonome dans ces génomes, qui se trouve inséré dans un des 30 000 gènes du faux, donc rendant ce gène non fonctionnel et produisant par conséquent le phénotype tortillard. Voilà, je vous remercie pour votre attention et accueillerai bien volontiers vos questions à l'adresse suivante. Merci beaucoup, Christophe, et merci également à Jean-Baptiste pour tous ces riches enseignements qui en appelleront sûrement d'autres dans l'avenir. Et en tout cas, j'espère que ces éléments pourront nous convaincre, tout comme moi, que nous avons beaucoup de chance de côtoyer ces faux, finalement. Notre forêt d'exception est un site vraiment exceptionnel d'un point de vue culturel, social, scientifique.
Et un héritage ancré dans une histoire qui remonte à la nuit des temps, un héritage entretenu plus récemment par l'intervention humaine, comme l'a rappelé également Christophe. Les contempler aujourd'hui, c'est plonger dans ce passé, entrevoir un monde disparu, percevoir le passage du temps, le temps qu'il a fallu pour qu'il parvienne jusqu'à nous. Ainsi, nous comprenons aujourd'hui mieux l'action de l'Office national des forêts en faveur de la préservation de ce patrimoine remarquable. Grâce aussi à des citoyens engagés, avec l'appui des chercheurs, comme Christophe, nous commençons à lever le voile sur l'origine des êtres tortillards. Gageons que ces connaissances permettront de transmettre cette merveille de la nature aux générations suivantes. Merci à toutes et à tous.